Je me tenais devant le miroir, le reflet de mes ambitions et de mes luttes se mêlant dans un mélange de satisfaction et d'appréhension. La lumière douce de l'autel illuminait ma peau, mettant en valeur les nuances de mon héritage africain. Chaque détail de ma tenue avait été choisi avec soin. Une robe élégante, des escarpins assortis, et des bijoux subtils qui captaient la lumière. Je devais être à la hauteur de la soirée de charité que j'organisais, mais à l'intérieur, une tempête de souvenirs me tourmentait. Il y a quelques années, je n'étais qu'une jeune femme pleine de rêves, mais sans ressources. Je me souviens encore des nuits passées à dormir dans mon petit appartement, à jongler entre les factures et les rêves de grandeur. L'idée d'ouvrir mon propre hôtel semblait alors si lointaine, presque irréelle. Mais, grâce à ma détermination et à un travail acharné, j'avais réussi à transformer ma vision en réalité. Aujourd'hui, cet hôtel était un symbole de réussite, un lieu où les rêves prenaient forme. Pourtant, alors que je me préparais, je ne pouvais m'empêcher de penser aux personnes qui n'avaient pas eu la même chance que moi. Les voix des invités commençaient à résonner dans le hall, une cacophonie d'interactions superficielles et de rires artificiels. J'ai pris une profonde inspiration, ajusté ma coiffure et descendu les escaliers qui menaient à la réception. Les murs de marbre de l'hôtel résonnaient de conversations animées sur les œuvres caritatives, les dons généreux, mais aussi, de manière plus insidieuse, des jugements sur ceux que nous étions censés aider. Alors que je saluais mes invités, j'ai remarqué un petit groupe d'hommes et de femmes discutant à voix basse. Leur conversation a attiré mon attention, et j'ai commencé à tendre l'oreille. Ils parlaient des sans-abri, de manière dédaigneuse, comme s'ils étaient des sous-hommes, invisibles et indignes. L'un d'eux, un homme d'affaires bien habillé, a lancé une remarque qui m'a profondément irrité. Franchement, ils n'ont qu'à se lever et trouver un emploi. C'est si simple. Ces rires ont retenti dans la salle, accompagnés de quelques acquiescements de ses comparses. Je me suis figé, une boule dans la gorge. Comment pouvait-il parler de cette manière? Comment pouvait-il ignorer les luttes que tant de gens affrontaient chaque jour? Je voulais leur crier que la pauvreté n'était pas un choix, que la vie pouvait être cruelle et injuste. Mais je savais que cela ne servirait à rien. Ils ne comprendraient jamais, tant qu'ils resteraient enfermés dans leur bulle de privilèges. À mesure que la soirée avançait, mon irritation grandissait. Chaque mot qu'ils prononçaient, chaque ricanement, me rappelait à quel point la société pouvait être dure envers ceux qui avaient déjà été défavorisés. Je flottais entre deux mondes, celui de la réussite et celui de la souffrance, et je me sentais de plus en plus déconnecté de ces invités qui ne voyaient pas au-delà de leur propre réalité. Un moment fortuit a changé le cours de ma soirée. J'ai surpris deux femmes discutant d'un projet de loi sur le logement. Elles se moquaient de l'idée que les gouvernements devraient aider les sans-abri, comme si leur souffrance était un fardeau inutile. J'ai ressenti une vague de colère. Comment osait-elle parler ainsi? J'ai pris une décision impulsive, mais qui m'a semblé nécessaire. Et si je comprenais vraiment ce que c'est que de vivre cette réalité, me suis-je demandé. L'idée de me déguiser en sans-abri pour vivre une expérience immersive a commencé à germer dans mon esprit. Je savais que cela allait à l'encontre de tout ce que j'avais construit, mais j'étais prêt à prendre ce risque. Je voulais éprouver par moi-même les défis quotidiens auxquels ces personnes font face, comprendre la discrimination et la misère qui les entourent. Je me suis éloigné du groupe, cherchant un endroit calme pour réfléchir. Alors que je regardais par la fenêtre de l'hôtel, le contraste entre le luxe de mon environnement et la réalité extérieure était frappant. Les lumières scintillantes de Paris, les voitures de luxe, les hauteurs vertigineuses des immeubles, tout cela se mêlait à l'image de ceux qui dormaient dans les rues, invisibles aux yeux de la société. Cette nuit-là, ma décision était prise. Je ne pouvais plus rester passive face à l'injustice. Je voulais que mon hôtel soit plus qu'un simple lieu de luxe, je voulais qu'il devienne un espace de réflexion et d'action. Mais pour cela, je devais d'abord plonger dans la réalité de ceux que je voulais aider. Je suis monté dans ma chambre, mon cœur battant la chamade. La préparation pour cette transformation allait nécessiter un changement radical. J'ai commencé à rassembler des vêtements usés, un manteau déchiré, un chapeau pour cacher mes cheveux, et une paire de chaussures usées. Chaque pièce que je prenais me rapprochait de ce que je voulais ressentir. Je voulais que ma peau soit marquée par la poussière et la fatigue, que mes mains soient rugueuses, que mon regard soit perdu. Alors que je regardais le reflet de la femme que j'allais abandonner,
j'ai ressenti un mélange d'excitation et d'appréhension. Je savais que ce que je m'apprêtais à faire serait un défi, mais c'était un défi que j'étais prête à relever. Je ne voulais pas être simplement une spectatrice de la souffrance des autres. Je voulais comprendre, ressentir et finalement, agir. La nuit était tombée lorsque je me suis glissé hors de l'hôtel, mon cœur battant à tout rompre. J'étais prête à entrer dans un monde que je n'avais jamais vraiment connu, un monde où la survie était le seul objectif. Je savais que cette expérience allait me changer, et j'étais prête à affronter tout ce qui viendrait. Je me tenais là, au coin d'une rue animée de Paris, vêtu de vêtements usés, mes cheveux en désordre, ma peau sombre maintenant cachée sous une couche de poussière et de fatigue. Chaque pas que je faisais semblait me plonger davantage dans un monde que je n'avais jamais véritablement connu, un monde que j'avais toujours observé depuis la fenêtre de mon hôtel. Je n'étais plus Fatou, l'entrepreneuse prospère, mais Fatou, la femme sans abri, un simple visage perdu dans la foule. Les passants me regardaient, certains avec un mélange de curiosité et de dégoût, d'autres détournaient le regard, comme si ma présence était une sorte de malédiction dont ils ne voulaient pas être témoins. Je sentais leur jugement, leur mépris, et cela me transperçait comme une flèche. J'étais choqué de découvrir à quel point la pauvreté pouvait réduire une personne à un simple numéro, une ombre parmi tant d'autres. Mes pensées étaient en désordre, mais une chose était claire, il était temps de comprendre la réalité que je n'avais jamais voulu affronter. Je me dirigeais vers une petite place où se tenait un groupe de personnes. Elles discutaient, riaient parfois, malgré la dureté de leur existence. Je les observais discrètement, cherchant à comprendre leur dynamique, ce qui les unissait malgré les circonstances adverses. Je me sentais à la fois attiré et réticente à m'approcher. Après tout, je venais d'un monde où l'on m'avait toujours appris à me méfier, à garder mes distances avec ceux qui étaient différents. Un homme, peut-être dans la cinquantaine, avec une barbe grisonnante et des yeux pleins de sagesse, remarqua mon regard. Il me fit un signe de la main, un geste simple et accueillant. Je pris une profonde inspiration et m'approchai. « Tu es nouvelle ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Sa voix était douce, empreinte d'une compréhension que je n'avais jamais rencontrée auparavant. J'acquiesçai, n'osant pas parler de peur de trahir mon identité. Je restai là, à écouter leurs histoires, leurs luttes. Chaque récit était une pièce du puzzle de leur vie, une fenêtre ouverte sur des réalités que je n'aurais jamais imaginées. L'un d'eux, une jeune femme aux cheveux crépus et aux yeux vifs, parla de ses rêves d'un avenir meilleur, d'un travail qui lui permettrait de sortir de la rue. Chaque mot qu'elle prononçait frappait mon cœur comme un tambour. Je me rendis compte à quel point ces personnes, bien que marginalisées, avaient des aspirations, des désirs et des espoirs. Au fur et à mesure que la journée avançait, je me décidai à demander de l'aide. Je me dirigeai vers un café, espérant que quelqu'un aurait la gentillesse de m'offrir un café ou un morceau de pain. Quand je franchis la porte, un frisson d'angoisse me parcourut. Je n'étais pas habitué à être vulnérable, à tendre la main. J'approchai du comptoir, le cœur battant, et demandai timidement si je pouvais avoir un café. Le barista me fixa un moment, son regard scrutateur me faisant presque regretter ma demande. Puis, avec un ricanement, il me dit que je devrais plutôt chercher un emploi au lieu de quémander. Je me sentis comme si on m'avait donné un coup de poing dans le ventre. Je ne savais pas si je devais pleurer ou partir, mais je réalisais que ce que je venais de vivre n'était qu'une fraction de ce que tant d'autres enduraient chaque jour. Je sortis du café, la tête haute mais le cœur lourd. La réalité de l'indifférence me frappa de plein fouet. Je marchais sans but, errant dans les rues de Paris, observant les gens qui passaient à côté de moi, chacun absorbé par sa propre vie, ses propres préoccupations. Je voulais les crier, leur dire que j'existais, que ma douleur était réelle, mais je savais que mes mots ne compteraient pas. J'étais devenu invisible. La nuit commençait à tomber, et avec elle, un froid mordant s'installait. Je décidai de trouver refuge dans un parc. L'air était humide, et la lumière des lampadaires créait des ombres inquiétantes autour de moi. Je m'assis sur un banc, mes mains engourdies, mes pensées tourbillonnant. J'étais loin de mon hôtel, loin de la chaleur et du confort que j'avais toujours connu. La solitude me pesait, et je réalisais que cette expérience n'était pas seulement un acte de curiosité, mais un véritable voyage au cœur de la souffrance humaine. Assise là, je regardais les étoiles percer le voile sombre du ciel.
Leur lueur était un rappel que même dans l'obscurité, il y avait de l'espoir. J'entendis des murmures venant de l'autre côté du parc. Un groupe de sans-abri s'était rassemblé, partageant leurs maigres repas et leurs histoires. Leur rire résonnait dans l'air frais, une mélodie de solidarité. Je me levai et m'approchai d'eux, sentant une connexion inexplicable. « Vous pouvez vous joindre à nous, » dit l'homme à la barbe grisonnante, celui qui m'avait accueilli plus tôt dans la journée. Je m'assis avec eux, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis accepté. Ils partagèrent du pain, des histoires et des rêves. Ce moment de camaraderie me réchauffa le cœur. Je réalisai que, bien que la vie dans la rue soit pleine de défis, elle était aussi tissée de fils de solidarité et de compassion. La nuit avançait, et je me sentais à la fois perdu et trouvé. J'avais commencé cette aventure pour comprendre les défis des sans-abri, mais ce que j'avais découvert allait bien au-delà de mes attentes. J'avais rencontré des âmes courageuses, des individus qui, malgré les obstacles, trouvaient la force de sourire et d'espérer. Ce soir-là, en partageant un moment de chaleur humaine, j'appris que la dignité pouvait résider même dans les endroits les plus sombres. Je me suis réveillé à l'aube, le froid mordant de la nuit encore palpable sur ma peau. La lumière naissante du matin se frayait un chemin à travers les branches des arbres, illuminant le parc où j'avais passé ma première nuit en tant que sans-abri. Mes muscles étaient endoloris, et mon esprit, encore embrumé par le sommeil, peinait à se rappeler du but de cette expérience. Mais en me redressant, je ressentis une légère excitation. J'étais prêt à découvrir un monde qui m'avait longtemps échappé. En me levant, je remarquai un groupe rassemblé non loin de moi. Ils discutaient, échangeaient des rires et partageaient des histoires. Je m'approchai prudemment, le cœur battant, craignant leur regard, mais en même temps, avide d'apprendre. L'un d'eux, un homme au visage marqué par les épreuves, leva les yeux et me sourit. Sa bienveillance me rassura et je m'assis à leur côté, me présentant timidement comme une nouvelle venue. Ils étaient un mélange de personnalités, chacun avec son récit unique. Il y avait Claire, une femme d'une 50aine d'années, qui avait perdu son emploi à cause d'une maladie chronique. Son regard était empreint de colère et de tristesse, mais elle était aussi pleine de sagesse. À côté d'elle, il y avait Lucas, un jeune homme à peine dans la vingtaine, qui avait fui la violence familiale. Il avait un sourire contagieux, capable de transformer une journée morose en un moment de joie. Et puis il y avait Malik, un homme d'une 30aine d'années, dont la voix profonde et calme attirait l'attention de tous. Je les écoutais attentivement, absorbant chaque mot, chaque nuance de leur vécu. Claire parlait de son rêve de rouvrir un salon de coiffure. Elle avait toujours aimé coiffer les gens, mais les obstacles financiers l'avaient poussée à la rue. Lucas, quant à lui, souhaitait devenir artiste, mais l'étoile de sa créativité était étouffée par la lutte quotidienne pour la survie. Malik, lui, avait des aspirations plus grandes. Il désirait devenir écrivain et raconter l'histoire des gens comme lui, ceux que la société avait oubliés. Au fur et à mesure que j'écoutais leurs histoires, je réalisais à quel point leur lutte était similaire aux miennes, même si nos chemins étaient très différents. Ils avaient tous un rêve, une passion, une volonté de changer leur sort, mais la vie semblait s'acharner sur eux. La solidarité qui émanait de ce groupe était palpable. Ils se soutenaient mutuellement, partageant non seulement leurs peines, mais aussi leur joie simple, comme un repas partagé ou un rayon de soleil qui perce à travers les nuages. Je me sentais privilégié d'être là, de pouvoir entendre ces récits. Je me mis à partager mon propre parcours, en omettant bien sûr les détails de ma vie d'entrepreneuse. Je parlais de ma propre lutte pour être accepté dans un monde où j'étais souvent jugé par la couleur de ma peau et mon statut socio-économique. Ils écoutaient avec attention, leurs yeux brillants d'empathie. C'était une expérience cathartique, un échange de vulnérabilité qui m'enrichissait de leur humanité. La matinée passa rapidement, ponctuée de rires et de réflexions. Je me sentais de plus en plus à l'aise avec eux, et je réalisais que, malgré leur situation difficile, il y avait une force incroyable dans leur communauté. Ils avaient formé une famille de circonstances, chacun jouant un rôle essentiel dans la vie de l'autre. J'étais fasciné par la manière dont, malgré les préjugés et le mépris dont ils étaient souvent victimes, ils avaient réussi à créer un espace sûr et chaleureux. Cependant, la réalité de leur quotidien était omniprésente. Malik, avec une gravité inattendue, évoqua les préjugés auxquels il faisait face. « Tu sais, Fatou,
les gens nous regardent comme si nous étions invisibles. Ils passent à côté de nous, souvent avec dédain, comme si nous n'existions pas. Parfois, ils nous jettent un regard de dégoût, comme si nous étions des parasites. Ces mots résonnaient en moi, m'ouvrant les yeux sur un aspect que je n'avais pas encore pleinement compris. Je me souvins de mes propres réflexions lors de l'événement de charité. J'avais vu ces personnes comme des problèmes à résoudre, des statistiques dans un rapport. À ce moment-là, en écoutant Malik, je compris que derrière chaque visage se cachait une histoire, une vie, des rêves. Je ressentis une profonde tristesse pour eux, mais aussi une admiration pour leur résilience. En discutant, je réalisai que malgré la dureté de leur situation, ils avaient trouvé des moyens de s'élever les uns les autres, de s'encourager à poursuivre leurs rêves. La solidarité était leur plus grand atout. Malik parla de leur projet commun. Ils souhaitaient organiser une exposition d'art pour partager leurs histoires à travers des œuvres créées par Lucas et d'autres artistes du groupe. L'idée était de montrer au monde que la vie dans la rue n'était pas synonyme d'absence de talent ou de créativité. Cette vision m'inspira profondément. J'avais toujours cru au pouvoir de l'art pour changer les perceptions, pour toucher les cœurs. Je me demandais comment je pourrais les aider à réaliser ce rêve. Mais avant d'envisager quoi que ce soit, je voulais d'abord leur donner l'espace pour s'exprimer, pour partager leurs idées sans jugement. Alors que la journée avançait, je me mis à réfléchir à tout ce que j'avais appris jusqu'à présent. Chaque histoire, chaque sourire, chaque regard échangé avait créé un tissage riche de connexions humaines. Je me sentais chanceuse d'avoir eu l'opportunité de voir le monde à travers leurs yeux. C'était un privilège que peu de gens pouvaient revendiquer, et il me laissait un sentiment de responsabilité. En fin de compte, je savais que cette expérience marquerait un tournant dans ma vie. Ce groupe de sans-abri, avec toutes leurs luttes et leurs rêves, était devenu une partie de moi. Je voulais non seulement les soutenir, mais aussi m'assurer que leur voix soit entendue, que leurs histoires soient partagées. La solidarité que j'avais perçue en eux était un trésor, et je me sentais déterminé à le protéger et à le nourrir. Alors que le soleil se couchait lentement, enveloppant le parc d'une douce lumière dorée, je m'assis avec Malik et les autres, les écoutant encore une fois, mais cette fois-ci, avec un cœur plein de promesses et d'espoir. Je suis assise sur un banc usé dans le parc, mes yeux scrutent l'horizon. Le soleil commence à se coucher, projetant des ombres longues et sinistres sur les pavés. Malik est à mes côtés, ses mains calleuses tremblent légèrement alors qu'il parle de ses rêves, de ses aspirations, de la vie qu'il aurait voulu mener. J'ai été touché par ses mots, par la passion qui émane de lui, comme une flamme vacillante dans un monde qui semble vouloir l'étouffer. Mais soudain, une agitation attire mon attention. Un homme, visiblement éméché, se dirige vers nous, ses yeux injectés de sang, empreints de colère. Je sens mon cœur s'accélérer, une tension sourde se répand dans l'air. Malik ne se rend pas compte du danger qui approche. Il continue à parler, son ton animé contrastant avec l'atmosphère pesante qui nous entoure. Je déglutis, une boule de peur se formant dans ma gorge. Je suis ici pour comprendre, pour me fondre dans cette vie que j'ai choisie, mais cela ne me prépare en rien à ce qui va se passer. L'homme s'approche de Malik, son visage déformé par la rage. « Qu'est-ce que tu fais là, espèce de clochard » crie-t-il, sa voix résonnant comme un coup de feu dans la tranquillité du parc. Je me lève brusquement, mon instinct me pousse à protéger Malik. Je ne peux pas rester là, passive, alors que l'injustice se déroule devant mes yeux. Laissez-le tranquille, dis-je d'une voix qui tremble légèrement, mais qui essaie de rester ferme. L'homme me regarde, surpris par ma présence, comme s'il venait de réaliser que je ne suis pas juste une ombre dans le décor. « Et toi, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu devrais être dans un hôtel, pas dans un endroit comme ça. » Ces mots sont comme des poignards. Je sens une colère sourde monter en moi, une indignation profonde contre cette vision déformée des sans-abri, cette perception qui les réduit à des stéréotypes. Il est un être humain, tout comme vous, m'écris-je, ma voix s'élevant. Malik me regarde, ses yeux pleins de surprise et d'inquiétude. Je peux sentir son hésitation, son besoin de me protéger à son tour, mais je refuse de reculer. L'homme, cependant, ne recule pas. Au contraire, il avance, menaçant. Je peux voir la folie dans son regard, un mélange de ressentiment et de mépris. Pourquoi tu t'en mêles, petite ? Retourne jouer avec tes riches amis.
Il tend la main vers Malik, prêt à le frapper. À cet instant, tout semble se figer. Je me précipite entre eux, mon cœur battant la chamade. Je ne peux pas laisser cela arriver. Ne le touchez pas, je crie, ma voix résonnant dans le parc désert. L'homme s'arrête, surpris par ma bravoure. Je sens la peur et l'adrénaline se mêler en moi, mais je ne peux pas montrer ma faiblesse. Il me toise, cherchant à comprendre pourquoi je défends Malik. « Tu penses vraiment que tu peux le protéger ?» dit-il, un rictus sur les lèvres. « Oui, je le pense. Parce que ce que vous faites est inacceptable. Vous ne savez rien de lui, de sa vie, de ses luttes. » Mes mots sortent comme un torrent, plein de passion. Malik se lève lentement, comme pour me soutenir, mais je lui fais signe de rester en arrière. Je ne veux pas qu'il se sente responsable de cette situation. L'homme hésite, son regard balançant entre moi et Malik. Je vois son visage se tordre, comme s'il luttait contre une tempête intérieure. « Tu es folle », finit-il par dire, mais sa voix est moins assurée. Je sais que j'ai réussi à l'atteindre d'une manière ou d'une autre. Peut-être, mais je préfère être folle que de rester silencieuse face à l'injustice, rétorquai-je, le regard fixe. Je sens une force intérieure se déployer en moi, comme si chaque mot que je prononçais me donnait du pouvoir. Je suis Fatou, une femme qui a surmonté tant d'obstacles, et je ne vais pas laisser un inconnu piétiner l'honneur de Malik. L'homme finit par reculer, sa colère se dissipant lentement, comme la brume au matin. « T'es qu'une imbécile, dit-il en s'éloignant, mais je sens qu'il n'a plus le même ton. La tension dans l'air s'atténue, et je me tourne vers Malik, qui me regarde avec des yeux écarquillés. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demande-t-il, sa voix remplie d'émotion. J'attrape ses mains, les serrant dans les miennes. « Parce que tu mérites d'être défendu, Malik. Personne ne devrait être traité de cette manière, peu importe sa situation. » Il hoche la tête, mais je vois une ombre de doute sur son visage. « Mais tu es comme eux, tu viens d'un autre monde. Pourquoi cela te dérange-t-il tant ?» Je soupire, réalisant que malgré mon costume, malgré les vêtements en lambeaux que je porte, je suis toujours perçue comme une étrangère dans cet univers. Parce que je comprends ce que c'est d'être jugé, d'être réduit à une étiquette, réponds-je lentement. Ce que j'ai vécu, même si c'est différent, me fait ressentir la douleur que vous vivez ici. Je ne peux pas rester immobile. Il me regarde, ses yeux s'adoucissant. Merci, Fatou. Beaucoup auraient fui. Je sens une chaleur se répandre dans ma poitrine. Ce simple remerciement me fait comprendre l'importance de ce que j'ai fait. Mais la réalité de la vie dans la rue me frappe de plein fouet. Les préjugés, la violence, l'indifférence, tout cela est omniprésent, même dans un monde où je me suis déguisé pour comprendre. Je réalise que même en étant déguisé, il y a des limites que je ne pourrai jamais franchir, des expériences que je ne pourrai jamais vraiment vivre. Je me lève, le cœur lourd de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti. Je sais que je dois retourner à mon hôtel, à ma réalité, mais je ne serai plus jamais la même. Je porterai avec moi le poids de cette rencontre, de cette agression, de cette solidarité. Je regarde Malik une dernière fois, déterminé à ne pas l'oublier, à ne pas oublier ce que cela signifie d'être humain, de lutter ensemble pour un monde meilleur. J'y reviendrai, Malik. Je vais faire quelque chose, dis-je avec conviction. Je sais que ma mission ne fait que commencer, que ce que j'ai appris ici doit être partagé, que je dois agir. Je me dirige vers la sortie du parc, le cœur lourd, mais l'esprit déterminé, prêt à affronter le monde avec une nouvelle perspective. Je me tenais devant l'entrée de mon hôtel, un bâtiment majestueux qui, à première vue, représentait tout ce que j'avais réussi à bâtir au fil des ans. Mais derrière cette façade éclatante se cachait une réalité que j'avais récemment découverte, une réalité que j'étais déterminé à changer. Mon expérience dans les rues de Paris m'avait ouvert les yeux sur la souffrance des sans-abri et sur la manière dont la société les ignorait souvent. Je savais que je ne pouvais pas rester passive. J'ai commencé à élaborer un plan, une série d'initiatives qui pourraient faire une différence tangible pour ceux qui n'avaient pas ma chance. J'ai réuni mon équipe dans la salle de conférence, un espace qui, jusqu'à présent, avait été le théâtre de discussions sur des chiffres et des bénéfices, mais qui, aujourd'hui, allait abriter une conversation bien plus importante. « Merci d'être venu », ai-je commencé, ma voix tremblante d'émotion.
Je sais que nous avons tous vécu une période difficile récemment, mais il est temps pour nous de réfléchir à notre rôle dans la communauté. J'ai observé les visages de mes employés, certains intrigués, d'autres visiblement sceptiques. J'avais besoin de leur soutien, mais je savais que je devais d'abord les convaincre de l'importance de ce que je proposais. Mon expérience dans la rue m'a montré que la solidarité est cruciale. Nous devons faire quelque chose pour aider les sans-abri de notre ville. Je pense que nous pourrions organiser une collecte de vêtements et de nourriture. Peut-être même créer un programme de mentorat pour les aider à retrouver un emploi. À mesure que je parlais, je pouvais sentir une tension palpable dans la pièce. Certains semblaient inspirés, mais d'autres, comme Julien, le chef de la réception, froncèrent les sourcils. « Fatou, c'est bien beau tout ça, mais nous avons nos propres problèmes ici, à l'hôtel. Nous ne pouvons pas nous permettre de détourner nos ressources pour des initiatives qui ne nous rapportent rien, a-t-il répondu, sa voix empreinte de cynisme. Je me suis senti piqué au vif par ces mots. Julien, ce n'est pas une question de profit. C'est une question d'humanité. Nous avons le pouvoir d'aider ceux qui souffrent. Ne devrions-nous pas nous en soucier? J'ai essayé de garder mon calme, mais la frustration montait en moi. Je savais que beaucoup de mes employés avaient des préjugés, mais j'espérais que mon expérience personnelle les toucherait. Les murmures se sont intensifiés. Et si ça ne marche pas, a lancé une autre employée, Clara. On va perdre du temps et de l'argent. Les gens ne changent pas, et les sans-abri ne sont pas tous dignes de notre aide. Le sentiment d'incompréhension m'a assailli. Je me suis souvenu des visages de mes nouveaux amis dans la rue, de leurs histoires de lutte et de résilience. Vous savez, ce que j'ai vu dans la rue n'était pas de la paresse ou de l'indifférence. C'était de la désespérance et des rêves brisés. Malik, un homme que j'ai rencontré, m'a parlé de ses espoirs et de ses ambitions. Il a perdu son emploi à cause d'une mauvaise passe, et maintenant il est là, comme tant d'autres. Ils ont besoin de nous. Mais mes mots semblaient glisser sur eux. La résistance était palpable, et je savais que la situation allait bientôt dégénérer. Julien se leva, croisant les bras. Et si nous perdons des clients à cause de ça? Qui va nous soutenir? Sa voix était forte et tranchante, comme un coup de poignard dans l'atmosphère déjà tendue. Je sentais mon cœur battre plus vite. Je savais que j'avais raison, mais la peur de l'inconnu, la peur du rejet, pesait lourdement sur mes épaules. Je suis désolé, mais je ne peux pas rester là les bras croisés pendant que des gens souffrent. Je veux que notre hôtel soit un symbole de changement. Je veux que nous utilisions notre succès pour faire le bien. À ce moment-là, la tension monta encore d'un cran. Certains employés hochaient la tête, mais d'autres murmuraient entre eux, visiblement en désaccord. Si tu continues dans cette direction, je vais devoir réfléchir à ma position ici, a déclaré Julien, son ton défiant résonnant dans la pièce. Mon cœur se serra. La menace de perdre des membres de mon équipe était tangible, mais je ne pouvais pas abandonner mes convictions. Je ne vous demande pas de tout changer du jour au lendemain. Je vous demande d'ouvrir vos cœurs et vos esprits. Pensez à ce que nous pourrions accomplir ensemble. La discussion s'est intensifiée, chacun exprimant ses préoccupations, ses peurs, et je pouvais voir que je n'étais pas seul dans ma passion, mais je me heurtais à un mur de scepticisme. J'ai essayé de garder mon calme, mais la frustration bouillonnait en moi. La réunion s'est terminée dans une atmosphère glaciale, et je suis sorti en me sentant plus déterminé que jamais. Je savais que le chemin serait long et semé d'embûches, mais je ne pouvais pas abandonner. Je devais continuer à me battre pour ceux qui n'avaient pas de voix. Les jours suivants, je me suis consacré à la mise en place de mes initiatives, malgré la résistance de certains employés. J'ai commencé par rassembler des vêtements et de la nourriture, en appelant à la solidarité de mes amis et de mes contacts. Je voulais prouver que le changement était possible, même si cela signifiait faire face à l'hostilité de ceux qui ne comprenaient pas encore ma vision. La tension au sein de l'hôtel était palpable. Chaque fois que je croisais Julien ou Clara, je sentais un poids sur mes épaules, comme si je portais le fardeau de la résistance. Mais je restais ferme. Je savais que chaque petit pas comptait, que chaque acte de bonté pouvait avoir un impact sur la vie d'une personne. Je pris le temps de réfléchir à mes propres motivations, à l'origine de mon désir d'aider. J'avais moi-même connu la précarité, et je savais combien il était important d'avoir quelqu'un sur qui compter.
Je n'étais pas prête à abandonner cette lutte, même si cela signifiait me battre contre mes propres employés. Les jours passaient, et je me retrouvais à espérer que mes efforts pourraient inspirer un changement, pas seulement pour ceux qui étaient dans le besoin, mais aussi pour ceux qui m'entouraient. Je voulais leur montrer que la solidarité n'était pas seulement un mot, mais un mode de vie. Je me levais chaque matin avec la conviction que, même dans les moments les plus sombres, il y avait toujours une lueur d'espoir. Je me tenais debout dans la salle de bal de mon hôtel, les lumières scintillant comme des étoiles au-dessus de moi. Les murs ornés de dorures et de miroirs reflétaient l'image de ma réussite, mais ce soir, je voulais quelque chose de différent. L'événement était une collecte de fonds, mais pas n'importe laquelle. Je voulais que ce soit une rencontre authentique entre les mondes, un espace où les histoires de ceux que la société a oubliés pourraient être entendues. Je pouvais sentir une tension dans l'air, un mélange d'anticipation et d'appréhension alors que j'attendais mes invités. Les tables étaient dressées avec soin, des plats raffinés et des verres en cristal, mais à côté de cela, je savais que j'avais invité des personnes qui portaient des histoires lourdes. Des personnes qui, comme moi, avaient le désir de se faire entendre, de se libérer de leurs chaînes invisibles. Je voulais que mes clients d'hier, ceux qui avaient des préjugés, soient confrontés à la réalité de ceux qu'ils méprisent souvent. Je me souviens d'avoir pensé à Malik, à son sourire et à son histoire, et comment il serait là pour partager son expérience avec ceux qui n'avaient jamais regardé au-delà de leur propre confort. À mesure que les invités arrivaient, je les observais. Des hommes en costumes impeccables, des femmes en robes de soirée scintillantes, tous se déplaçant avec une aisance que je ne pouvais m'empêcher de juger. Ils étaient là pour le champagne et les hors-d'œuvre, mais je voulais qu'ils repartent avec plus que cela. Je voulais qu'ils repartent avec un changement de perspective. J'ai pris une profonde inspiration, mon cœur battant la chamade alors que je me préparais à monter sur scène. Mesdames et messieurs, ai-je commencé, ma voix résonnant dans la salle, ce soir, nous ne sommes pas ici uniquement pour lever des fonds, mais pour créer des liens. Je vous invite à écouter les histoires de ceux que nous avons souvent ignorés. J'ai désigné la porte d'entrée, et Malik entra, accompagné d'autres membres de la communauté sans-abri. Leurs visages étaient marqués par la vie, mais leurs yeux brillaient d'une dignité que peu de gens leur reconnaissaient. Je pouvais sentir le malaise dans la pièce. Les murmures, les regards échangés, les sourires forcés. Mais je savais que c'était le moment de briser ces barrières. Malik, avec sa voix profonde et chaleureuse, a pris le micro. Je m'appelle Malik. Il y a quelques années, j'avais un emploi, un appartement, une vie. Puis, la vie a pris un tournant. J'ai perdu mon emploi et, avec lui, tout ce que j'avais construit. Son histoire était poignante, et je regardais mes invités, leurs expressions changeant lentement, de l'indifférence à l'empathie. Un homme au fond de la salle a froncé les sourcils, visiblement mal à l'aise. Je savais qu'il ne comprenait pas encore. Je me suis tourné vers Malik, l'encourageant à continuer. Je ne suis pas ici pour demander votre pitié. Je suis ici pour partager ma réalité et pour vous montrer que derrière chaque visage, il y a une histoire. Les murmures se sont tus, et je pouvais sentir l'attention se concentrer sur lui. Soudain, un cri d'étonnement a jailli de la foule. « Malik? Est-ce vraiment toi ?» C'était un homme d'affaires bien habillé, celui qui avait fait partie des quelques clients influents que j'avais rencontrés lors de l'événement précédent. Je pouvais voir le choc sur son visage alors qu'il se levait, ses yeux écarquillés. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? La pièce est devenue une scène de révélation. Malik, perplexe, a simplement répondu « La vie est parfois imprévisible ». Les conversations se sont animées à la vitesse de l'éclair. Je savais que ce moment était crucial. Les préjugés, les stéréotypes, tout cela était en train d'être confronté. Les visages se sont tendus, des discussions ont commencé à émerger, et je pouvais sentir un changement palpable dans l'atmosphère. Malik a continué à parler, partageant des anecdotes drôles, mais aussi des moments de vulnérabilité. Chaque mot semblait frapper un accord, faisant écho dans les cœurs des personnes présentes. L'homme d'affaires, visiblement ébranlé, a finalement pris la parole. Je ne savais pas que des gens comme vous, Malik, étaient comme nous. Je suis désolé. Les murmures de désapprobation ont commencé à se dissiper, laissant place à une compréhension naissante. Je me suis senti envahi par une vague d'espoir.
Peut-être que cette nuit serait le début de quelque chose de plus grand. Alors que la collecte de fonds se poursuivait, je me suis rendu compte que les barrières entre les invités et les membres de la communauté défavorisée commençaient à se fissurer. Des histoires de solidarité, de résilience et même d'amitié ont émergé. Les gens ont commencé à se lever, à partager leurs propres expériences, à reconnaître leurs propres préjugés et à s'engager à changer. Ce qui avait commencé comme un simple événement de charité s'était transformé en un véritable dialogue. À la fin de la soirée, je ne pouvais pas croire à quel point la dynamique avait changé. Les gens se sont approchés de Malik et des autres, leur posant des questions, cherchant à en savoir plus sur leur vie. C'était un moment à la fois émouvant et libérateur. Je savais que cet événement marquerait un tournant pour mon hôtel, mais surtout pour la communauté. Je me suis promis de faire de cet espace un centre d'aide, un refuge pour ceux qui luttent. Je voulais transformer mon hôtel, ce symbole de richesse, en un bastion de solidarité. Les employés qui avaient montré des signes de discrimination seraient confrontés à leurs actions, mais je voulais aussi célébrer ceux qui avaient choisi de soutenir cette cause. Je ressentais une énorme responsabilité, mais aussi une détermination à créer un changement réel. En regardant Malik, je savais que nous avions fait quelque chose de puissant ce soir-là. Les préjugés avaient été confrontés, des histoires avaient été partagées, et des ponts avaient été construits. Je pouvais presque entendre le battement de cœur de notre communauté se synchroniser, unissant nos forces pour faire face à un avenir meilleur.